Ah, c'est une disparition inquiétante qui mobilise depuis plusieurs jours maintenant des dizaines de gendarmes dans le département du Tarn, et cela dans l'espoir de retrouver Delphine Jubillard. Cette mère de famille a quitté son domicile, aurait quitté son domicile sans laisser de traces dans la nuit de mardi à mercredi à Cagnac-les-Mines, et depuis, eh bien, cette trentenaire n'a plus donné de nouvelles à ses proches. Il y a 15 mois, à la veille de Noël, c'est une étrange disparition qui a fait la une. Depuis, elle obsède. Mardi à mercredi, la gendarmerie qui a déployé d'importants moyens de recherche. Vous avez pu la... Plus qu'un fait divers, le mystère reste intact pour la France entière. L'oncle et la tante de Delphine Jubillard, eux, se raccrochent à leurs souvenirs, à quelques photos d'un bonheur perdu. Ah, comme elle est heureuse, là. Oui, là, oui. Et là aussi. À l'abri des regards et du tourbillon médiatique. Halloween, Oui, avec tous les neveux et nièces. Oui, il y a tout le monde, là. Oui, 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 il y a tout le monde. Et là, elle était mignonne, là. Là, elle devait avoir 5 ans. D'ailleurs, c'est la seule qui n'a pas le masque. Et là aussi. Adorable. Elle était adorable, c'était une petite fille, peut-être un peu espiègle, mais mignonne, gentille. Ouais. Là, on avait un lien fort, on semblait aussi bien de notre côté que de son côté aussi, c'était réciproque. Hein. C'était comme une fille pour nous. D'autant que Delphine était orpheline. Elle trouvait du réconfort auprès de Didier et Elisabeth. Il ne s'était jusqu'à aujourd'hui jamais exprimé devant une caméra. Ça me prend le bide, là, Et le cœur de dire qu'on ne va pas la revoir. Depuis ce 15 décembre 2020, aucune trace de leur nièce. Une absence vécue comme une torture au quotidien. Toujours les mêmes questions, sans réponse, aucune certitude. Allez. Quant à l'espoir, lui, il s'est bel et bien envolé. On est malheureux. C'est terrible à vivre, c'est terrible à vivre. C'est pour ça que, jusqu'à maintenant, en restant très... D'en parler aujourd'hui, presque au passé, ça doit être compliqué aussi pour vous, sachant qu'on ne sait rien. C'est ça qui est... Et comment parler d'autrement Parce qu'on ne sait rien et on ne peut pas dire elle va passer la porte, c'est impensable. Et pourtant, c'est ce qu'on souhaiterait. Elle arrive. Voilà, ça serait merveilleux pour nous. Même elle serait partie volontairement. 14 mois après, elle revient là. C'est quoi pour nous? Mais que du bonheur. Ça ne change rien de nos sentiments qu'on avait pour elle. Exactement. Et ce scénario, vous n'y croyez plus? Mais non. Et pourtant, on aimerait bien. Delphine introuvable, leur deuil est aujourd'hui impossible. Mais dans quelles conditions l'infirmière a-t-elle pu ainsi disparaître? Depuis plus d'1 an, les enquêteurs tentent de percer l'énigme. L'accident, la fugue, la mauvaise rencontre, toutes ces pistes ont été écartées. Les soupçons se dirigent chaque jour un peu plus vers celui qui, derrière les barreaux de sa prison, continue de clamer son innocence. Le mari de Delphine, Cédric Jubillard. Il n'est pas normal qu'une mère de famille disparaisse en pleine nuit, sans son sac à main, sans ses lunettes dont elle a besoin. Alors, féminicide aux allures de crime parfait ou erreur judiciaire? La France est divisée. Chacun pense détenir la vérité. Une vérité qui peine pourtant à éclater. La justice, c'est pas un concours de popularité. Moi, savoir s'il est sympathique, pas sympathique, s'il parle fort, pas fort, s'il a une sale gueule, pas une sale gueule, c'est complètement indifférent à une enquête criminelle. Puis c'est très subjectif. Moi, je le trouve sympathique, vous voyez. Pour moi, il est
aujourd'hui un coupable crédible. Je veux dire, la justice n'est pas en train, comme c'est clamé par la défense, en train de faire une erreur judiciaire monumentale et mettre en prison l'innocent. C'est une enquête inédite que nous allons vous proposer. Nous avons voulu comprendre le parcours du couple, connaître ses dernières heures, son histoire, ses problèmes. Ça se voyait qu'elle était un peu plus heureuse quand même, donc je pense que dans sa vie avec Cédric, c'était terminé pour elle, dans sa tête, et elle voulait partir, prendre un nouveau départ. Mais qui se cache derrière Cédric Jubilard, ce suspect numéro 1 qui agace autant qu'il intrigue? Il pourrait avoir de l'empathie pour sa femme qui a disparu. Il n'en montre pas. Il montre une attitude assez désinvolte. Il a toujours comme ça cette espèce de rictus, comme si les choses lui passaient au-dessus de tout. Pendant plusieurs semaines, nous sommes partis à la rencontre de celles et ceux qui avaient jusqu'à maintenant toujours refusé les demandes d'interview. L'oncle et la tante de Delphine Jubilard. On se demande pourquoi Delphine, elle a rencontré ce garçon, voilà. Parce que je pense que c'était l'opposé de Delphine. Anne, sa meilleure amie. Depuis sa disparition, en fait, j'ai envie de vous dire qu'il faudrait compter un nombre de minutes quand on ne pense pas à elle. Et plus rien n'est pareil. Plus rien du tout. Nous avons aussi donné la parole aux proches de Cédric, comme Séverine, sa petite amie, rencontrée juste avant sa mise en détention. Placée en garde à vue dans l'affaire pour recel de cadavres. Jamais il m'a fait une confidence, jamais il m'a dit quoi que ce soit. De toute façon, il m'aurait dit quoi que ce soit, déjà je l'aurais balancé direct. Hein. Et je ne serais pas resté avec quelqu'un qui a fait du mal à sa femme. Elle se confie pour la première fois. C'est lui, pour quelqu'un que tout le monde prend pour un abruti. Et je trouve qu'il est fort alors dans ce cas-là. C'est le champion du monde. Là. Cyril, son ami qui partageait la même passion pour les jeux en ligne, nous éclaire sur la personnalité de Cédric. Son menteur, c'était Delphine. Delphine, c'était toute sa vie. Il n'avait qu'une seule chose à cœur, c'était de pouvoir lui apporter tout ce qu'elle pouvait vouloir ou désirer. Enfin, nous avons suivi le spécialiste de l'affaire, Ronan Folgoas, journaliste au Parisien. Dès mon arrivée sur place, il m'attendait là sur la terrasse. Il m'a proposé de faire visiter sa maison. Il vient de publier un livre sur le mystère Jubilard. Il nous livre quelques secrets de son enquête. Louis a son corps défendant. Il a vu ses parents se disputer, s'attraper. Il répète aussi une phrase que sa maman aurait prononcée. Une phrase disant tout simplement « arrête-toi ». Affaire Jubilard, révélation et enquête sur la disparition de Delphine. Oui, je pense que malheureusement, la pauvre, elle a voulu vivre une meilleure vie et bon, on y a enlevé tout simplement ce choix de vivre mieux. Gendarmerie, je vous écoute. Oui, bonjour. Je ne sais pas où est passée ma femme. Bonjour monsieur, c'est-à-dire, qu'est-ce qui vous arrive? Eh ben, écoutez, je me réveille là, je suis tout seul à la maison. Et elle était là tout à l'heure? Eh bien, écoutez, moi je me suis couché en premier, et après il y avait le petit avec elle devant la télé, donc je sais pas, oui. Vous avez bien fait le tour de la maison? Il est 4 h du matin, oui monsieur. Et c'est la première fois qu'elle fait ça? Enfin, C'est déjà arrivé une fois, mais c'était en plein été. Là, on est en plein hiver. Et qu'est-ce qu'elle avait fait la dernière fois? Elle s'était endormie dans l'herbe pour regarder les étoiles filantes. Voilà ce qu'elle m'avait sorti comme excuse. Et vous pensez quoi, elle? Vous pensez qu'il s'est passé quoi? Je sais pas, j'en sais rien. Je me réveille, je vous dis, je suis tout seul. Elle est censée venir dans le lit, dans la nuit, et là, il y a personne. Et dans le jardin, vous êtes allé voir? Enfin, elle est pas du tout dehors, ni dans le garage, ni quoi que ce soit, rien du tout. Dans le sous-sol, non. Dehors, non, il y a personne. Non, il y a personne. Après, je vais pas appeler, je vais réveiller les voisins. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Qui vous êtes, monsieur? Jubilard. D'accord. Et cette dame, elle s'appelle comment? Pour l'instant, c'est Madame Jubilard Delphine. Je vais vous envoyer une patrouille déjà, voir un peu ce qui se passe sur place. Voir si elle est pas sur... Et puis, on va voir ce qu'on peut faire. Merci. Je fais le nécessaire, monsieur. Vous restez éveillé. Que quand mes collègues vont arriver, que vous puissiez... Sincèrement, comment voulez-vous que j'arrive à dormir maintenant? Allez, je vous laisse. On va vous aider, monsieur. Merci, c'est gentil.
Un coup de téléphone au beau milieu de la nuit, un mari en sanglots, une femme volatilisée dans un petit village du Tarn de 2500 habitants. Voici les prémices du fait divers. Delphine Jubilard, infirmière de 33 ans. Un mari, Cédric Jubilard, artisan plaquiste. Un couple a priori sans histoire avec 2 enfants, Louis et Elia. Delphine, une jeune femme aussi appréciée de ses amis. C'est quelqu'un de doux, elle est très douce. Très douce, mais très dans le... Elle est taquine. Elle aime bien taquiner, toujours dans l'humour, sans être méchante. Elle n'a jamais été méchante avec qui que ce soit. Delphine Jubilard, c'est la fille d'à côté. Voilà. On a tous dans notre entourage, familial ou amical, la jeune femme qui a un métier normal, qui a 2 enfants, qui est sympa. Et on se dit que ça pourrait arriver à n'importe qui. Finalement, ça peut arriver à tout le monde. On peut tous s'identifier en tant que mère, en tant que grand-mère, parce qu'il y a c'est une mère de famille, infirmière, qui disparaît, qui laisse 2 enfants en bas âge, à quelques jours de Noël. Donc tout le monde peut s'imaginer que ça peut nous arriver. C'est peut-être pour ça que ça intéresse autant les gens. Et les gens s'identifient. En somme, une vie tranquille qui bascule. Mais comment? Alors pour tenter de comprendre, il faut remonter le temps. Heure par heure, reconstituer l'emploi du temps précis de l'infirmière dans les heures qui ont précédé sa disparition. Le 15 décembre, Delphine est en vacances. Durant la matinée, avec sa petite fille Elia, elle décide de se rendre à Albi pour passer à la banque, puis rapidement à la clinique où elle travaille. À 11h, elle a rendez-vous avec Anne, l'une de ses meilleures amies. L'une des dernières personnes aussi à avoir vu Delphine vivante. Anne a accepté de témoigner pour la première fois. Elle est arrivée à 11h. Et on a passé de 11h à midi ensemble. Voilà, de parler. On a parlé des cadeaux de Noël, des choses qui faisaient partie de la vie à ce moment-là. On est mi-décembre et on est dans les préparatifs de Noël. Et voilà, c'était... On a tellement parlé qu'on ne s'est pas rendu compte que c'était midi pile et qu'on devait être à midi pile devant le portail de l'école. Du coup, je suis vite partie, je l'ai laissé installer sa fille dans la voiture. Voilà. En fin d'après-midi, une soirée en famille commence. C'est une soirée a priori classique et normale qui commence. La famille est réunie, Cédric est rentré du travail vers 18h30 et ils dînent ensemble autour de la table basse du salon. Et puis elle couche la petite Elia dans sa chambre. Elia a 18 mois. Louis a 6 ans, il est autorisé, comme c'est un mardi soir, à regarder la télé avec sa maman. Ils regardent ensemble une émission d'M6, La France a un incroyable talent, une émission qui plaît beaucoup à Louis. Pendant ce temps-là, ce que l'on sait, c'est que Cédric n'est pas devant la télévision. Il est parti promener dans le quartier, il a fait une petite marche avec ses chiens et il revient chez lui vers 22h. On sait ensuite que Louis va aller se coucher. On sait ensuite que Delphine, au moment où il va se coucher, est encore dans la maison. Et ensuite, on ne sait plus rien jusqu'à 4h du matin. À 4h moins le quart, Cédric dit avoir été réveillé par la petite Elia qui réclame sa tétine. C'est à ce moment précis que Cédric se serait rendu compte de l'absence de sa femme. En se levant, il a constaté que Delphine n'était pas dans le lit. Il va voir si elle ne s'est pas endormie, comme ça arrivait souvent devant la télévision dans le salon. Il constate qu'elle n'est pas dans le salon. Il constate qu'elle n'est pas dans la cuisine, qu'elle n'est dans aucune chambre, qu'elle n'est pas au sous-sol, qu'elle n'est pas aux abords de la maison. Il réactive ensuite son téléphone
et tente frénétiquement de joindre Delphine. À 4 heures, soit 10 minutes avant d'appeler la gendarmerie, il contacte via Messenger les amis de Delphine. Il nous a envoyé un message sur le groupe d'anniversaire de Delph en nous demandant si elle est chez nous, si on l'a vue. Elle n'est pas à la maison. Voilà. Je ne l'ai pas vue, moi, le matin. Je dormais. Puis vers 7 h du matin, je prends l'initiative d'envoyer un message à Cédric pour lui dire que je réponds en fait à ce message commun. Non, j'ai pas de nouvelles de Delphine. Et je lui demande naturellement, est-ce qu'ils se sont disputés la veille? Voilà. Et là, s'engage une conversation. Un message de très mauvais goût, en total décalage avec la situation. Cédric livre des détails scabreux, alors qu'il devrait montrer des signes d'inquiétude. Selon Cédric, pas de dispute donc, pas de tension la veille dans le couple. Pourtant, à ce moment-là, rien ne va plus depuis plusieurs mois. Lors des réunions de famille, par exemple, comme le révèle une scène qui s'est déroulée chez l'oncle et la tante de Delphine à la fin du mois d'août 2020. Cédric perd alors ses nerfs. On a mangé ici, où ils se sont retrouvés. Et à un moment donné, je me rappelle que Delphine, elle a été un peu confidente à ma fille Mélanie. Et d'un seul coup, l'autre, il est arrivé en furie, là. Il s'est assis à côté entre Delphine et Mélanie. Et ça a été le calme plat. L'autre, c'est qui? Cédric. Cédric. Je pense qu'il devait avoir un peu d'autorité sur ma nièce. Et elle s'est tue. Quand il s'est assis, il s'est levé. Il a dit, on part. Ils sont partis sur le fait, c'était 4h30, qu'ils auraient pu passer un peu plus de temps ensemble. Les enfants jouaient ensemble. Il prend la petite et puis, en partant, il lui dit, prends ton handicapé. Tu peux pas prendre ton handicapé, là. Regarde ça, méchamment, avec un air autoritaire. Et moi, ça m'a pas du tout plu, ça, déjà, à l'époque. Un événement loin d'être isolé. Face à Cédric, au tempérament parfois volcanique, Delphine s'efface. À chaque fois que du coup il arrivait, Delphine n'était pas forcément la même. À ce moment-là, il y avait quelque chose comme si on avait un bouton off-on qui faisait que Delphine pouvait tout d'un coup être plus éteinte, plus effacée. Comme on sentait une déception qui soit là, ou déjà là. Après, quand elle était avec nous, elle était en confiance, donc forcément, elle s'amusait. On ne voyait pas trop de différence. Lui, c'est juste qu'il il prenait un peu plus de place, il parle fort. C'est vrai qu'il était très à s'initier dans les conversations très rapidement. Delphine semble subir sa vie de couple. Elle ne s'épanouit plus. Une femme qui, peu à peu, serait tombée sous l'emprise de son mari, devant un entourage impuissant. On décrit Cédric Jubilard comme quelqu'un d'assez vexatoire, d'assez humiliant, d'assez impulsif. Donc cette personnalité-là est une personnalité qui est un petit peu appelée la cocotte minute. On sent qu'il bout. On sent qu'il bout et que les sentiments qu'il porte à son épouse se bousculent avec un côté violent, un côté border. Tout ça est un cocktail détonnant. Mais après 17 ans de vie commune, Delphine va réagir et tenter de s'affranchir. Des reproches se font jour envers Cédric, son instabilité professionnelle ou encore les travaux de la maison qui n'avancent pas. C'est ce que révèle aussi l'enquête de Ronan Folgoas. Ce qu'on note, c'est vrai, au premier regard, ce sont ces parpaings, ces jouets abandonnés, cette ferraille un peu abandonnée qui jonche l'entrée de la propriété. Ça donne un aspect, c'est vrai, un peu
d'une maison en travaux, ou d'une maison abandonnée même. Ça donne tout de suite l'image d'un propriétaire qui se soucie très peu de l'image extérieure qu'il va renvoyer à son voisinage, à ses visiteurs. Donc ça dénote évidemment dans un lotissement où par ailleurs les maisons sont plutôt coquettes. La maison en chantier, comme un symbole pour Delphine, qui exprimera son ras-le-bol à son mari quelques mois avant sa disparition. Elle exprime très clairement qu'elle en a marre de cette vie, qu'elle n'en peut plus. Et donc c'est là qu'arrive l'expression j'en ai marre de cette maison de Bidochon, de cette vie de Bidochon, une expression qui pour elle voilà, caractérise un peu cette vie bancale qu'elle a avec Cédric depuis des années, dont elle s'était accommodée, tant bien que mal. Et puis là, année 2020, après le déconfinement, il y a un déclic qui se passe dans sa tête, dans sa vie de femme. Elle veut sortir de cette condition insatisfaisante et de cette vie qui ne la comble plus. Quelque chose s'est cassé. Et dès le printemps 2020, une révolution s'opère en Delphine. Psychologiquement, physiquement, elle change. Ça se voyait, oui, qu'elle avait changé, elle avait maigri, elle s'était remise au sport. Elle prêtait un peu plus attention à elle. Elle était mimi, enfin, elle se remettait un petit peu à se maquiller. Elle prenait un peu plus soin d'elle, oui. Donc oui, ça là-dessus, on le voyait quand même. Elle portait plus que ses lentilles en journée. Elle lissait ses cheveux, elle faisait un petit peu plus attention. Plus attention. Mais elle était toute belle. C'était bien. Ça faisait plaisir à voir. Elle envisage à présent une séparation. Elle l'évoque même à ses amis proches. Elle m'a dit, je veux faire comme toi. La séparation, il faut qu'elle soit bien. Il faut que 1 semaine sur 2 pour les enfants. Voilà, que ce soit vraiment réglo, autant pour papa, pour maman. Voilà. Ça, là-dessus, elle a toujours été droite, de toute façon. Voilà. Donc, elle envisageait la vie d'après, la vie sans Cédric. Oui. Oui, je pense que malheureusement, la pauvre, elle a voulu vivre une meilleure vie et on lui a enlevé tout simplement ce choix de vivre mieux. L'envie d'une nouvelle vie. Et Delphine s'inscrit sur un site de rencontre. Elle fait alors la connaissance d'un homme en juillet. Un homme que Ronan Folgoas a rencontré. Là, Delphine va matcher, comme on dit, sur les sites de rencontre avec un homme de Montauban qu'elle va rencontrer quelques jours plus tard. Et là, tout de suite, il y a une passion qui va naître. Il est méticuleux, rigoureux, organisé dans son métier comme dans sa vie personnelle. Un portrait assez différent de ce qui émerge de l'image de Cédric et qui, semble-t-il, traverse une crise dans son couple. Et il veut lui aussi s'engager dans une nouvelle vie. Mais Delphine ne parle pas ouvertement de l'existence d'un amant à ses amis. J'étais au courant qu'il y avait un confident. Un confident qui la rendait heureuse? Oui. C'est tout ce qui m'importe. Que mes amies soient heureuses. Le reste... Et vous compreniez à ce moment-là que c'était plus qu'un confident? Évidemment. Cédric, lui, n'est pas au courant de cette idylle, même s'il a des soupçons dès le mois d'août. Un divorce à l'amiable est évoqué. La décision aurait été actée. Chacun de son côté s'attache les services d'un avocat. Pourtant, Cédric n'arrive pas à se résoudre à cette idée. Moins d'1 mois avant la disparition de Delphine, Anne a une franche conversation avec lui. L'échange révèle l'état d'esprit d'un homme blessé par une femme qui lui échappe inexorablement. Lui, il trouve des explications pour essayer de me prouver qu'elle a un amant. Voilà, c'est tout ce que j'ai comme réponse. Il me demande pourquoi elle ne fait plus rien à la maison. Ou il me demande comment tu expliques que la nounou, elle vient sur ses jours de repos. Tout ça, je ne sais pas, moi. Je ne suis pas informée. C'est difficile de répondre à ce moment-là. Et il est devant moi, il pleure, à très très grosses larmes. Il pleure, il me dit qu'il l'aime, qu'il ne veut pas la perdre. Il me dit qu'il va finir les travaux de la maison. Et il finit la conversation avec
avec des yeux tout secs en me disant mais si elle a un amant, je la lui ferai à l'envers. Je ne sais pas ce que c'est cette parole-là à ce moment-là. Cédric est meurtri, il s'est lancé dans une traque. Sorties, dépenses, déplacements, il surveille les moindres faits et gestes de Delphine. Et il est sous tension. Certains de ses proches vont faire état aussi de menaces de mort prononcées à l'encontre de Delphine de manière indirecte. Il y a notamment cette phrase où Cédric, rencontrant sa mère sur le parking d'un supermarché, il dit à sa mère que Delphine l'énerve, qu'il a envie de la tuer, il a envie de l'enterrer. Ce sont des mots qui traduisent un climat de violence intérieure, en tout cas très fort. En ce mois de décembre, c'est dans cet environnement délétère qu'évolue le couple Jubilard. Pour Delphine, c'est décidé. Ce Noël sera le dernier avec Cédric. Plusieurs éléments de l'enquête le confirment aujourd'hui. D'abord, sa prise de rendez-vous à la banque le 15 décembre, quelques heures avant sa disparition, pour changer le code de sa carte bancaire à laquelle Cédric a accès. Ensuite, elle échange par SMS avec la compagne de son amant. Les deux femmes se mettent même d'accord sur la suite des événements. Les deux femmes, par message écrit interposé, concluent un pacte de non-agression pendant les 2-3 semaines à venir. Et après, il est conclu que Delphine, prendra toute sa place auprès de son nouveau compagnon. Et là, à partir de cet instant, les derniers obstacles qu'il y avait devant elle, ces derniers obstacles se sont évanouis. Il lui reste juste à exprimer sans doute certaines choses auprès de son propre mari. Alors, ce 15 décembre, Cédric était-il au courant des plans précis de Delphine? L'enquête ne le dit pas à ce jour. Autre question, le soir de la disparition, Cédric a-t-il vu Delphine envoyer ce dernier SMS à son amant à 22h55 après sa soirée télé? Ce sera son ultime preuve de vie. Ce fameux message, Cédric aurait reconnu l'avoir eu entre les mains et surpris Delphine au moment de l'envoi. Mais le lendemain, étrange, il ne confie pas ce détail d'importance aux enquêteurs, mais à l'amie de Delphine, Anne. Il m'appelle. Et là, il me dit j'ai grillé Delphine. Elle a envoyé une photo d'elle à un type. Je comprends pas du tout ce qu'il me dit. Je comprends pas. Je sais pas de quoi il me parle. Il me le dit. Est-ce que je sais pas. Je sais que je lui pose mais de quoi, où, comment, de quoi tu parles, de qui tu parles. Alors, que s'est-il passé entre 23h et 4h du matin, heure à laquelle Cédric contacte les amis de Delphine en demandant des nouvelles? Pour les parties civiles, les amis et la famille de Delphine, Cédric ne peut être étranger à cette disparition. Le point final d'une longue descente aux enfers d'un couple en perdition. Pour moi, il est aujourd'hui un coupable crédible. Je crois que, comme tout processus criminel, il y a une maturation. On ne devient pas criminel instantanément. Il faut accumuler, il faut subir, il faut souffrir. Et au bout d'un moment, effectivement, parfois un élément qui est tout à fait anodin va précipiter le passage à l'acte. Sur le moment, ça a été un serial killer, parce que dans les séries, ça... ou une mauvaise rencontre des réseaux sociaux. Et puis après, on s'est dit, non mais, une mauvaise rencontre, on est à Cagnac-les-Mines. J'y croyais sans trop y croire. Après, je me suis dit, bon, quand même, on sait jamais, il faut rien mettre de côté. Après, oui. On s'est dit, la dernière personne à l'avoir vu, c'est lui, quoi. Donc forcément, on se pose des questions. Des convictions, des intuitions qui mèneraient tout droit à un seul homme, Cédric Jubilard. Quoi qu'il en soit, depuis le début de l'affaire, l'homme déroute. Il choque même. Comme le jour de la disparition,
L'oncle et la tante de Delphine se souviennent encore aujourd'hui avec un certain effroi des commentaires cinglants de Cédric. Toi, tu l'as appris par message et moi, j'arrivais du travail le soir et tu m'as dit Delphine, elle a disparu. Je dis mais c'est pas possible, qu'est-ce qui c'est? Delphine a disparu, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Appelle Cédric. Et là que Cédric, il me dit va voir si elle est pas sur le cimetière à tes couches chez tes parents. Il m'a sorti ça, oui, ah oui. J'ai dit mais tu rigoles comme ça, pourquoi tu dis ça, Cédric? Elle n'a pas pu disparaître comme ça, Delphine. Ne me dis pas que... Ah si, elle est partie avec son manteau et son portable, mais va voir sur le cimetière là-bas si elle n'est pas à tes coups. Une attitude pour le moins déconcertante, mais qui ne fait pas pour autant de Cédric Jubilard un coupable. Recherche, audition, garde à vue. L'enquête avance, mais sans lever le voile sur le mystère qui plane sur cette affaire. Depuis 1 an et demi, les gendarmes de la section de recherche de Toulouse évoluent dans un labyrinthe, truffé d'impasses. Aujourd'hui, ils ont un suspect, mais pas de preuves incontestables. C'est une affaire criminelle rarissime, dans laquelle il y a une somme d'indices, mais pas de preuves matérielles. Il n'y a pas de scène de crime, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'armes, et il n'y a aucune trace. Et puis il y a ce mystère total sur le mode opératoire qui aurait été utilisé éventuellement par le principal suspect. Alors, comment faire éclater la vérité? Les enquêteurs s'y attellent depuis le premier jour. Il n'est pas normal qu'une mère de famille, mère de 2 enfants, disparaisse en pleine nuit avec un téléphone sans chargeur, mais aussi sans son sac à main, sans aucun effet personnel, sans ses lunettes dont elle a besoin, donc disparaître complètement. Ce qui est au départ une disparition inquiétante devient rapidement une affaire hors norme. Il y a 40 000 personnes qui disparaissent en France par an, on a 30 000 qui sont retrouvées et 10 000 dont on ne retrouve jamais la trace. 10 000 personnes, c'est quand même exceptionnel, c'est 30 personnes par jour. C'est complètement inhabituel. Une personne majeure qui disparaît hors de toute scène de crime sur place, il est courant d'attendre une 8aine de jours, une 10aine de jours pour voir si la personne ne va pas revenir d'elle-même. Je n'ai jamais vu, dans le cadre d'une disparition d'une personne majeure, un tel déchaînement d'enquête aussi rapide. Comment vous l'expliquez? Je ne l'explique pas, justement. C'est ça le mystère Jubilard. Dès les premières heures, pour élucider ce mystère, les gendarmes se déploient à Cagnac-les-Mines et ses environs. L'idée, c'est d'aller sonner, faire du porte-à-porte et essayer de récupérer du renseignement. Vous la connaissiez ou pas, cette dame? Est-ce que vous l'auriez éventuellement vue parce qu'elle se promène régulièrement avec ses chiens dans le secteur? Pendant ce temps, les amis de Delphine ont l'impression d'être projetés au cœur d'un mauvais film. Elles sont sidérées par ces événements qui les dépassent. On me demande si je sais où c'est qu'elle est. Je sais pas, je viens juste de me réveiller. Et j'ai répondu, si elle est à l'extérieur, on va tout le temps au Citystad. Mais je sais pas pourquoi je réponds ça. Puis je vois souvent, dans les minutes qui suivent, les gendarmes passer avec des grosses potes. On voit tous les gendarmes devant chez elle. C'est quand même assez impressionnant. Et là, on a commencé à se dire non, elle s'est pas juste fait mal. Sachant que c'est une adulte, vu le déploiement qui a été mis en place assez rapidement, là, je me dis que c'est grave. Les gendarmes s'engagent dans une course contre la montre. Les moyens mobilisés sont importants.
L'hélicoptère, lui, va prendre en compte des zones d'importance, des axes beaucoup plus larges, c'est-à-dire on peut suivre des routes, des chemins ou autres sur plusieurs kilomètres. Des escadrons de gendarmerie mobile qui sont appelés en renfort pour quadriller le terrain. En complément dans tout le dispositif, les chiens. Donc les équipes cynophiles. Les téléphones portables de 230 personnes qui ont borné autour de la maison des Jubillards le soir de la disparition sont identifiés. Leurs propriétaires interrogés. Aucune piste n'est écartée, même les plus farfelues, lancées par Cédric Jubillard. Il va parler d'un départ en Syrie. Surréaliste. Surréaliste. Et donc, on sait ce que ça veut dire un départ en Syrie. Un départ en Syrie, ça veut dire qu'on ne pourra jamais retrouver le corps. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Les enquêteurs étudient aussi l'hypothèse d'une mauvaise rencontre. Une mauvaise rencontre, c'est tous les délinquants sexuels connus, inscrits au FIGES, donc au fichier des délinquants sexuels, eh bien, seront vérifiés. Et leur alibi vérifié. Il ne faut pas qu'on passe à côté. Dans tout dossier criminel, les enquêteurs ne doivent avoir aucun a priori. Ce qui semble évident ne l'est pas forcément. Il faut par conséquent vérifier tous les scénarios pour fermer les portes les unes après les autres. Delphine a-t-elle été victime d'un drame conjugal? Ce qui est sûr, c'est que Cédric Jubillard est la dernière personne à l'avoir vue vivante. Dès le début de l'affaire, son comportement déroute les gendarmes quand ils se rendent la première fois sur les lieux. Au moment où les deux premiers gendarmes arrivent au domicile de Cédric Jubillard, ils se demandent même s'ils ne se sont pas trompés de maison, parce que la personne qu'ils aperçoivent eh bien, est en combinaison pyjama, une combinaison panda noire et blanche avec la capuche sur la tête, un accoutrement qui leur semble un peu ne pas coller avec la situation d'un homme qui s'inquiète pour la disparition de son épouse. Quelques heures plus tard, les gendarmes vont soumettre Cédric à un examen complet pour des prélèvements ADN notamment. Les enquêteurs, il faut croire qu'ils ont d'emblée un doute, une suspicion sur le mari de Delphine. En tout cas, suffisamment fort pour qu'il soit examiné par un médecin légiste pour déceler l'éventuelle présence d'ADN de la personne disparue. On sait que s'il y a eu une bagarre, eh bien, il peut rester des traces sous les ongles de son agresseur. Le médecin légiste, il va simplement noter que Cédric semble se ronger les ongles jusqu'au sang, à tel point qu'il ne peut pas faire de prélèvement. Et il y a un autre point qui interpelle les gendarmes. Une audition qui va mettre à mal le premier témoignage de Cédric aux gendarmes sur le déroulement de la soirée. Cette audition, c'est celle du fils du couple Jubillard, Louis, 6 ans. L'enfant va parler d'une discussion qui a eu lieu entre ses parents vers 23h, alors que le père, lui, déclare qu'à cet horaire, eh bien, il est déjà allongé, qu'il dort. Et donc, les premiers doutes apparaissent, ils émergent forcément. Très vite, une première perquisition est aussi réalisée dans la maison. Pour les gendarmes, une hypothèse émerge, celle d'une dispute conjugale qui aurait viré au drame. Une altercation, les mots qui montent un petit peu trop, un coup qui part, voilà, la tête qui tape là où il ne faut pas. Quand les gendarmes scientifiques passent la maison des Jubillards au peigne fin, il n'y a rien qui peut leur échapper. Ils ne trouvent pas la moindre trace de sang. Ils ne trouvent pas la moindre cavité suspecte. Ils ne trouvent même pas le moindre indice d'une bagarre ou d'une altercation dans cette maison. Ben, on ne trouve rien. C'est ça le problème, on ne trouve rien. 7 jours plus tard, une deuxième perquisition est effectuée, un peu tardive selon la défense. La maison n'a pas été saisie et placée sous scellé. C'est-à-dire que la famille Jubillard, le père et les enfants ont continué à y venir dans cette maison. Il aurait fallu que les opérations de perquisition soient menées comme elles doivent être menées dans ces cas-là. On bloque tout, on y passe 15 heures, 20 heures s'il faut, mais on prend tout aux photos, on prélève tout. Les semaines qui suivent sont rythmées par les recherches incessantes sur le terrain. Mais Delphine est toujours introuvable,
tout comme son manteau ou son téléphone portable. Une zone de plusieurs dizaines de kilomètres carrés autour de Cagnac-les-Mines est passée au peigne fin. Comme cet ancien lavoir à charbon, vestige d'un passé minier. Les enquêteurs ont essayé de voir si dans ce lieu gigantesque, il pourrait exister une trace de Delphine Jubilard. Et cette recherche s'est avérée vaine une nouvelle fois. Mais ça illustre un peu le rayon des recherches, puisque les enquêteurs, s'ils privilégient l'hypothèse d'un déplacement court, ils n'excluent pas non plus un déplacement un peu plus long, de plusieurs kilomètres, de l'ordre de la dizaine de kilomètres. Et c'est pour cette raison qu'un lieu comme celui-ci pourrait avoir du sens. Ces nombreux sites désaffectés, ces coins de nature perdus où un corps pourrait ne jamais être retrouvé, Cédric Jubilard les connaît aussi très bien. Cédric Jubilard vit dans cette région depuis ses 11-12 ans. Il a ses habitudes, il connaît la campagne. Il connaît des lieux très peu connus du grand public, y compris des habitants de la région. Et il avait l'œil toujours un petit peu en alerte quand il se promenait. Des proches ont évoqué l'attitude que Cédric pouvait avoir en regardant des lieux étonnants comme une mare ou même un puits, en disant « Tiens, ça serait un lieu, ce serait un bon endroit pour dissimuler un corps ». Déjà, mais plusieurs années avant la disparition de Delphine. Cédric, un mari au profil et aux propos déconcertants. Alors provocation ou prémonition? Derrière la disparition de la mère de famille, les enquêteurs voient peu à peu se dessiner les contours d'un féminicide. Influencé peut-être, comme le grand public, par une autre affaire retentissante. Nous partageons la même soif de liberté à travers nos activités sportives. L'histoire d'un mari meurtrier qui a révolté la France. Jonathan Daval, qui quelques semaines plus tôt a été jugé par la cour d'assises de Vesoul, est condamné à 25 ans de prison pour le meurtre d'Alexia. Si on compare les deux affaires, c'est que le drame de la mort d'Alexia Daval, disparue après un jogging, présente des similitudes avec Delphine, l'infirmière qui s'est volatilisée. Un rapprochement qui intéressera les gendarmes du dossier Jubilard plus tard. L'affaire Daval a prouvé que le mari était coupable, et si l'épilogue était le même dans l'affaire Jubilard. On est dans le même moment, on est dans ce moment où on s'intéresse justement au féminicide, on s'intéresse à ces couples qui se disloquent. On est en province, on est dans des familles jeunes, à peu près le même âge. C'est-à-dire que c'est vrai que ces deux affaires vont susciter quand même une émotion locale, évidemment, et nationale aussi. Il y a des gens qui arrivent de partout, de Paris, de partout, ils viennent. Ils viennent pourquoi? Parce qu'eux aussi veulent savoir la vérité. Peut-être parce que ce sont des femmes, qu'elles sont jolies. On les voit dans des tenues de mariée. Delphine Jubilard, la première photo qu'on voit d'elle, elle a une couronne de fleurs dans les cheveux. Elle est la femme mariée, elle est la femme heureuse avec ses enfants. Bref, c'est des familles sans problème. Mais la comparaison va vite s'arrêter. L'attitude des deux maris après la disparition de leur femme est radicalement différente. Deux hommes, deux images qui s'opposent. L'affaire Daval, elle commence le jour où Isabelle Fouillot, la mère d'Alexia, avec son mari Jean-Pierre, vont faire une conférence de presse pour annoncer qu'ils organisent une marche blanche. Continuez à courir, à nager, à vous entraîner. C'est ce que ma fille voudrait. À côté d'elle, elle entend, quand elle est en train de faire cette déclaration, elle entend des larmes, elle entend des sanglots. Parce qu'à côté d'elle, Jonathan Daval, lui, est effondré. Et la France entière va découvrir ce jour-là le mari d'Alexia Daval, cet homme que personne ne connaissait jusque-là.
Alexia aimait nager et courir. Elle était ma première supportrice, mon oxygène. Et on se dit, mais c'est pas possible, ça peut pas être lui. La différence avec Cédric Jubilard, c'est que Cédric Jubilard, on ne le voit pas. On a vu une photo avec un bonnet, des lunettes, un masque. C'est vrai qu'il est dissimulé. Cédric Jubilard, il est loin. Voilà, on a l'impression qu'il est en train de fuir celui qui le poursuit, donc qui s'échappe. Il veut pas être le nouveau Jonathan Daval. Voilà, je pense que quelque part dans son esprit, il y a cette espèce de réticence par rapport à tout ce battage qu'il y a autour de cette affaire. Il est très distant, il ne montre pas son chagrin, il ne montre pas sa peine. Une fausse pudeur, dénoncent certains. Il pourrait avoir de l'empathie pour cette femme pour sa femme qui a disparu. Il n'en montre pas. Il montre, et depuis le début de l'affaire encore plus, une attitude assez désinvolte. Ce qui énerve chez Cédric Jubilard, c'est son espèce d'attitude arrogante. Parce que il a toujours comme ça cette espèce de rictus, comme si les choses lui passaient au-dessus de tout. Il y a quelque chose de moqueur chez lui. Les amis de Delphine, qui se sont mobilisés au lendemain de la disparition, ont vu semaine après semaine Cédric prendre ses distances et montrer des signes d'agressivité à leur égard. Il a commencé à partir du moment où on a fait appel à la population pour nous aider à chercher Delphine. Il a commencé à quoi? À nous en vouloir. Encore que ça allait jusqu'à avril. À partir d'avril, ça a commencé vraiment à plus aller, quoi. Et puis mai, ça a été... il est venu vraiment pour nous narguer. Mais les dindes... Il vous appelait les dindes? Ah ben, on glousse devant les caméras. Apparemment, on est bonne devant les caméras. Sauf que bon... On a un peu notre ami qui a disparu, quoi. Donc les caméras, à ce moment-là, on s'en fout. Encore maintenant, on s'en fout. C'est vraiment, nous, notre objectif, c'est la retrouver. On veut la retrouver. Et il faut que la personne qui lui a fait du mal, elle paye. Une attitude, une fois encore, qui pose question. De quoi alimenter une image dévastatrice dans l'opinion. Celle d'un homme sans cœur, froid. Les avocats de Cédric Jubilard préfèrent minimiser. Antipathique ne veut pas dire assassin. La justice, c'est pas un concours de popularité. Moi, savoir s'il est sympathique, pas sympathique, s'il parle fort, pas fort, s'il a une sale gueule, pas une sale gueule, c'est complètement indifférent à une enquête criminelle. Puis c'est très subjectif. Moi, je le trouve sympathique, vous voyez. Cédric Jubilard semble cultiver son image, impudique aussi. 5 mois après la disparition de sa femme, il s'affiche avec une nouvelle fiancée sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est extrêmement rare quand même dans ce genre d'affaires. Le type va aller jusqu'à ressortir avec une nouvelle nana, mais quelques semaines plus tard, quoi. Et s'afficher avec sur Facebook, etc. On est là au summum du je m'en foutisme en termes d'affaires criminelles. Hein. Pour un type dont la femme a disparu, le type a l'air de l'avoir oublié, mais en un instant, quoi. Cette nouvelle donne choque beaucoup. Mais alors ça, par contre, c'est vraiment... Je comprends pas comment on peut passer aussi vite à autre chose alors que sa femme a disparu. Ça, c'est vraiment le... Bah, ça me dégoûte, quoi. Cette femme, par qui est venue la polémique à Cagnac-les-Mines, nous l'avons rencontrée, Séverine. Elle a accepté de nous recevoir et de témoigner longuement pour la première fois. Jamais il m'a fait une confidence, jamais il m'a dit quoi que ce soit. De toute façon, il m'aurait dit quoi que ce soit, déjà je l'aurais balancé direct. Hein. Et je ne serais pas resté avec quelqu'un qui a fait du mal à sa femme. Notamment sur leur rencontre. Je faisais des recherches tous les jours. Et en faisant des recherches, j'ai trouvé un pull. Et là, j'ai envoyé un message sur Messenger à Cédric. Je lui ai demandé, est-ce que je pourrais passer te voir? J'ai quelque chose à te montrer. Et il m'a dit oui, mais passe le samedi. Et c'est la première fois que je voyais Cédric. C'est la première fois que je voyais, moi, Cédric. Et voilà, le 12, je l'invite à manger. Et le 13 à 14, c'est moi qui suis allé chez lui. Et voilà, et on s'est mis ensemble.
Séverine tient à rétablir aujourd'hui sa vérité. Elle conteste défendre Cédric aveuglément. En fait, au bout d'un moment, je ne sais plus trop où j'en suis, quoi. Faut se mettre à ma place aussi. Mais qu'on ne pense pas que j'essaye de couvrir Cédric s'il aurait fait quelque chose. Que les gens, ils arrêtent de penser que je suis en train de couvrir Cédric. Non, c'est jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de preuve. C'est tout, c'est comme ça. Le jugement, pour moi, c'est interdit. J'ai éduqué mes enfants, on n'a pas jugé sans preuve. On n'a pas accusé les gens sans preuve. Jusqu'à preuve du contraire, Cédric est innocent. Alors qui est vraiment Cédric Jubilard? Ronan Folgoas est le seul journaliste à l'avoir rencontré. La première fois, c'était 2 mois avant son interpellation. Dès mon arrivée sur place, il m'attendait là sur la terrasse. Il m'a proposé de faire visiter sa maison. Je le sentais assez fier de montrer où il vivait et de montrer que sa maison était en réalité tout à fait habitable. À l'époque, les enquêteurs le surveillent de près. Cédric vit sans le savoir ses derniers moments de liberté. Lors de cette soirée, jamais il n'aborde l'affaire. La première impression, eh bien c'est quelqu'un qui s'exprime de façon assez modeste. Hein. Il ne cherche pas forcément à en rajouter. Ce qui ressort, c'est qu'il n'exprime pas réellement de sentiments de tristesse, de sentiments de solitude, par exemple. Il y a assez peu d'affect. Il parle de son épouse, il parle de Delphine en des termes assez peu flatteurs. Il me dit ça, que Delphine n'était pas forcément la maman parfaite, évoquée par ses amis ou par certains membres de sa famille, qu'elle avait déjà la tête ailleurs bien avant sa disparition, qu'elle était physiquement présente, mais qu'en réalité, elle n'était plus tout à fait là déjà dans les semaines qui précèdent, qu'elle ne s'investissait plus autant dans son rôle de mère. Durant ce rendez-vous, Cédric ne renvoie pas l'image du mari éploré, mais plutôt celle d'un père qui s'occupe seul de ses enfants, qui prend soin de son intérieur et qui travaille. Séverine a partagé le quotidien de Cédric pendant 2 mois et demi, juste avant sa mise en détention. C'est quelqu'un d'attachant un peu, Cédric. Attachant et attachant. Il a un caractère, moi j'ai du caractère. C'est une belle personne, Cédric. Et je trouve qu'il s'occupait super bien de ses enfants, il s'occupait de sa maison. Il était adorable, il dit bon, c'est un bon vivant, un bosseur. Tout ce qui peut attirer chez une femme. Insaisissable Jubilard, parfois décrit comme violent, parfois tendre, tantôt feignant, tantôt travailleur. Ah ben Cédric, il est venu, oui, parce qu'il est venu faire des travaux là chez moi. Oui, on a travaillé ensemble et... Avec sa façon d'être et sa façon de faire. On a entièrement refait le salon. Didier, l'oncle de Delphine, a fait appel à ses services pour rénover une pièce de sa maison. On a refait le plafond, on a refait les murs, on a tous les doublages, peinture. Ça a été long, certes, mais le résultat, il est là quand même. Mais il avait du mal à travailler pendant même 2 heures d'affilée. Il fallait qu'il s'arrête. Aller fumer dehors. J'étais pas derrière lui à affinité, mais bon, rien qu'à l'odeur, des fois, je sentais ce truc. Mais bon, c'est son problème, ça me gênait pas. Tu fumais beaucoup? Ah oui, ça reste longtemps. Hein. Mais là, c'était du tabac particulier, quand même. C'est ça. Il y a plein de gens différents qui fument des joints, c'est pas pour ça que c'est toxicomane. Il fumait que 3 joints à peu près par jour, mais après c'était que du CBD. Ça lui coûtait plus cher un CBD qu'un shit, quoi. Mais c'est pas un toxico, c'est... À Cagnac-les-Mines, la personnalité de Cédric pourtant détonne, souvent. Un petit gabarit d'1,66 m, mais fort en gueule, un roi de la provocation. Il semble même y prendre un malin plaisir. Le palmarès de Cédric en la matière en dit plutôt long.
quelques jours avant le premier confinement, il y a déjà cette ambiance anxiogène, Covid, on ne sait pas trop ce que c'est. Lui, Cédric prend cette ambiance à contre-pied et se présente au bureau de vote dans une combinaison rouge, combinaison des héros de la série Casa del Papel, et avec un masque à gaz sur le visage, pour se moquer un peu de cette ambiance. En d'autres occasions, notamment lors d'une fête à l'école, il est chargé d'un stand. Il ne peut pas s'empêcher, tout en surveillant la cuisson des merguez, de fumer son joint. Et donc forcément, ça crée quelques problèmes avec les parents qui attendent, et il fait des ennemis aussi à Cagnac. Pour mieux cerner cette personnalité complexe et plurielle, nous avons voulu en savoir plus sur le passé du suspect numéro 1. Comment s'est-il construit? Quelles sont ses failles? Sa mère a 16 ans quand elle le met au monde. Elle ne peut subvenir aux besoins de son enfant. Clairement, c'est une enfance très cabossée, très chaotique, arraché à sa maman à l'âge de 2 ans. Ensuite, il le retrouve un semblant d'équilibre dans une famille d'accueil. Malheureusement, dans les années suivantes, lorsqu'il va retrouver sa maman et bien ce nouveau foyer familial, eh bien, les choses vont se dérégler et il va perdre le fil de sa scolarité avec, en toile de fond, d'après ce que l'on comprend, un mal-être assez profond lié à un contexte de violence physique et psychologique qu'il aurait subi. Et je pense que par rapport, c'est sûr que son enfance difficile qu'il a eu, le parcours difficile qu'il a eu de son plus jeune âge, il s'est forcé une carapace où il voulait se montrer une facette qui est certainement pas la sienne, mais il fallait qu'il se montre, il fallait qu'il soit supérieur. Pourquoi? J'ai pas l'explication. La vie d'un enfant ballotté, violenté et des séjours réguliers en famille d'accueil. Comme chez Danielle, que nous avons contacté. Elle se souvient bien de l'ancien gamin qu'elle a hébergé pendant 4 ans et avec lequel elle a toujours gardé contact. Sans preuve de culpabilité aujourd'hui, elle le défend presque bec et ongle. Il a toujours été sympa, et toujours. Bon, maintenant, c'est comme tous les adolescents, comme tous les enfants, tous, ils ont leurs petits caprices comme ça, mais je ne l'aurais pas gardé, je ne l'aurais pas accepté, je ne l'aurais pas repris chez moi si il avait été insupportable, s'il ne savait pas gazer, quoi. C'était un bon garçon? Ah ben, tout le monde le disait chez nous. Cédric, selon elle, avait une revanche à prendre sur son enfance difficile. Avoir un toit, une femme, des enfants, c'était son rêve, celui d'une vie parfaite. L'éducation que lui, il n'a pas eue, et bien lui, il essayait de les éduquer. Ses enfants, il les sortait, ils allaient promener, il allait promener ses chiens, parce que le jeune a quand même, il a 33 ans, qui veut faire sa maison, qui veut faire la piscine, qui veut tout faire. Il voulait faire des choses pour sa femme quand même, hein, et pour sa famille. Quand il a vu que Delphine se détournait de lui, je pense qu'il a pu assumer la maison, qu'il a laissé, je pense qu'il a baissé les bras, quoi. Cédric, presque un mari parfait pour ses quelques soutiens. Pour Cyril aussi. Il l'a rencontré en 2016 grâce à un jeu en ligne. Je vais vous montrer. Sur lequel l'artisan de Cagnac-les-Mines passait beaucoup de temps. J'ai été me téléporter vers une base qui était dans le nord, près de Winterfell. Et il se trouve que l'autre donjon qui était à proximité était celui de Queen Clotilde, alias Cédric Jubilard. Queen Clotilde. Queen Clotilde. Donc vous avez un petit corbeau, comme dans la série. Et en fait, on peut se contacter spontanément et s'envoyer des messages privés. Une amitié à distance entre les deux hommes se tisse mois après mois. Cyril, le joueur, devient confident. Et Cédric se livre sur ses sentiments pour Delphine. Il était très fier de sa femme, donc il était toujours à même de la complimenter dès qu'il en avait l'occasion. Il était heureux d'avoir une femme qui était belle, qui était intelligente, qui était présente. Il ne tarissait pas d'éloges à son sujet. Son moteur, c'était Delphine, tout court. Delphine, c'était toute sa vie. C'était vraiment le centre de sa vie.
Il n'avait qu'une seule chose à cœur, c'était de pouvoir lui apporter tout ce qu'elle pouvait vouloir ou désirer. Pour Cédric, la réussite parfaite de sa vie, c'était d'avoir sa femme, ses enfants, sa maison, le monospace et le chien, quoi. C'est très cliché, mais effectivement, c'était sa vision de la vie parfaitement réussie. Un grand amour qui commence en 2005. Cédric et Delphine se rencontrent au sortir de l'adolescence. Lui vient de louper son CAP, elle se destine à des études dans le médico-social. Mais le garçon ne fait pas l'unanimité auprès de sa belle famille. L'oncle et la tante de Delphine nous le racontent, ils n'ont pas vraiment été séduits au premier regard. Quand Cédric arrive dans la famille, comment il se comporte? On se demande pourquoi Delphine, elle a rencontré ce garçon, voilà. Parce que je pense que c'était l'opposé de Delphine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, eh bien, quand on l'a vu, c'était quelqu'un qui... Tu n'avais rien à faire dans la famille. On n'aurait jamais cru que, voilà, que ça aurait duré, qu'ils se seraient mariés. Oui. Parce que c'était pas... disons que... Ils n'étaient pas compatibles tous les deux, c'était pas possible. Et pourtant... Et pourquoi Pourquoi 2 enfants naissent de cette union. Louis en 2014, Elia 4 ans plus tard. Ils font construire une maison. Cédric enchaîne les chantiers, connaît aussi des périodes d'inactivité. Delphine, elle, est infirmière de nuit à la clinique Claude Bernard à Albi. Elle est en CDI et apporte une stabilité financière à la petite famille. Ce qui apparaît clairement, c'est que Cédric a une tendance à subtiliser parfois la carte bleue de son épouse et à retirer certaines sommes. Et Cédric est toujours en besoin d'argent. Au total, il engloutit chaque mois une somme assez significative par rapport à son salaire, qui est relativement modeste. Et donc, il y a un déséquilibre financier dans... Cyril, l'ami de Cédric, apporte aujourd'hui un nouvel éclairage. Selon lui, c'est l'addiction au jeu de son ami qui aurait lentement engendré la dislocation du couple jubilard. Quand vous avez acheté les packs de jeux, il y en a à tous les prix. Pour avancer vraiment, il faut acheter des packs qui sont très chers, hein, aux alentours d'une centaine d'euros, 99,99 € pour être exact. Et ça, quand vous en achetez une dizaine sur le mois, ça fait presque un salaire mensuel, quoi. C'est ce que pouvait faire Cédric. C'est ce qui pouvait lui arriver, oui. Alors c'était selon l'activité du jeu, parce que plus il y avait de combats, de guerres en interne, plus on était attaqué, plus il fallait refaire vivre les personnages. Lui, 2 jours après, il était de suite opérationnel. Donc, forme d'addiction au jeu. C'est une addiction réelle, c'était même pas une forme. Et c'est une dépendance d'ailleurs qu'il reconnaissait lui-même dans nos échanges. Du coup, cet argent qui partait là-dedans ne partait donc pas dans le foyer. Le temps passé à gagner cet argent pour payer les jeux ne servait pas à payer les matériaux pour faire avancer la maison. Et son épouse, on peut le comprendre bien aisément, en avait un peu ras-le-bol de vivre dans un chantier. Alors qu'en 2020, le couple se délite jusqu'à l'implosion, c'est un séisme. Delphine n'est plus amoureuse, elle veut divorcer. Elle envisage de reprendre sa liberté financière. Et puis, elle veut vendre cette maison qui lui sort par les yeux, celle que Cédric essaie de finir de ses propres mains. Tout un pan de sa vie s'effondre. C'était sa béquille. C'était sa béquille. C'est pour ça aussi qu'à mon avis, il est passé à l'acte. C'est parce que, à partir du moment où son épouse le quitte, c'est pas seulement une épouse qu'il perd, c'est l'image qu'il donne vis-à-vis de la société. L'image du couple parfait, avec les 2 enfants, la maison qu'on construit, même s'il avait du mal à la finir. Tout s'écroule, vraiment tout s'écroule pour lui. La piste du féminicide est la plus plausible pour vous? Oui, pour moi, c'est effectivement un crime qui est causé par cet événement fort que constitue une séparation. Oui, tout à fait. Daniel Zaguri est psychiatre, expert auprès de la Cour d'appel de Paris. Les éléments d'un féminicide seraient bel et bien réunis dans cette affaire. Ce qui va apparaître à ce moment-là, ce qui va se jouer, c'est que c'est une séparation qui est perçue comme inconcevable,
insupportable, impossible, parce que le lien à l'autre était justement là pour masquer cette faille. Et que en partant, en vivant sa propre vie, l'autre vous condamne à retrouver vos blessures antérieures et à être confronté à ce que justement vous avez voulu combler. Des blessures d'enfance, un sentiment d'abandon ravivé par un divorce, ce sont des clés de compréhension. Mais pour Séverine, ça ne suffit pas à établir une culpabilité. Jusqu'à preuve du contraire, c'est vrai qu'il était innocent. Il faut qu'on nous montre les preuves. Si c'est lui qui l'a fait, mais qu'on nous montre les preuves. Ils vont bien voir que c'est pas lui qui a fait quelque chose. Parce que si c'est lui, pour quelqu'un que tout le monde le prend pour un abruti, je trouve qu'il est fort alors dans ce cas-là. C'est champion du monde, là. Mais au-delà du profil psychologique du suspect numéro 1, dans cette affaire, il existe des zones d'ombre, des incohérences, des faits troublants et surtout des témoignages qui ne plaident pas en la faveur de Cédric Jubilard. Comme le récit de 2 voisines du couple qui se trouvaient sur leur terrasse le soir de la disparition. Témoignage qui fait froidement le dos. 2 voisines, une maman et sa fille, qui depuis la terrasse de leur maison, qui est située à peu près une centaine de mètres, à 130 mètres exactement, semble-t-il, à vol d'oiseau de la maison des Jubilards, cette mère et sa fille entendent des cris de peur, des cris de détresse qui proviendraient d'une femme, c'est ce qu'elles disent. Elles n'entendent pas de mots, elles n'entendent pas d'appel au secours, mais c'est une femme qui est en train de suffoquer, dira notamment la fille, comme si elle cherchait à reprendre son souffle, à reprendre sa respiration. Elles sentent bien que ces cris ne sont pas étouffés par des baies vitrées non, la scène se produit à l'extérieur d'une maison. Et lorsque les enquêteurs leur demandent de localiser l'origine de ces cris, eh bien, elles désignent une portion, une zone très restreinte qui comprend 4-5 maisons, dont la maison des Jubilards. Au-delà de ce témoignage glaçant, les enquêteurs s'interrogent aussi sur la possible utilisation de la voiture de Delphine pendant la nuit du 15 au 16 décembre. En tout cas, elle n'était pas garée dans le même sens entre le soir et le matin. Anne, elle, est formelle sur la façon dont le véhicule était stationné la dernière fois qu'elle a vu Delphine. Je passe devant chez elle, ou je passais plutôt. Et là, sa chienne, Oprah, m'a coupé la route. Et donc du coup, j'ai pilé. La chienne me coupe la route. Je descends ma vitre passager. Et je lui dis, purée, j'aurais pu l'écraser. Elle me dit, oui, elle fait ça à chaque fois maintenant. Elle me rejoint à la voiture quand j'arrive. Et la voiture de Delphine, elle est stationnée comment? La voiture de Delphine est stationnée dans le sens de la montée. Donc capot vers le haut. Capot vers le haut, tout à fait. Et ça, c'est une image très claire que tu gardes en tête? Ah oui, Delphine, ce jour-là, elle est garée, capot vers le haut. Mais tout laisse à penser que la voiture aurait été déplacée dans les heures qui suivent. Lorsque les gendarmes, les premiers gendarmes arrivent sur place le lendemain matin, vers 4h50 du matin, cette voiture est garée dans l'autre sens. Donc ça les invite évidemment à penser que cette voiture a été utilisée dans le courant de la nuit. Or Cédric Jubilard, lui, explique qu'il ne s'est pas servi de cette voiture, qu'elle n'a pas roulé, que ni dans la soirée, ni dans la nuit, il ne s'en est servi, et son épouse non plus, selon l'accusation. Ça indique qu'il ne mène pas réellement de recherche, qu'il est inquiet au point d'appeler la gendarmerie, mais qu'il ne mène pas pour autant les premières recherches les plus évidentes. Il y a également une nouvelle audition du fils Jubilard, le petit Louis. Capital. Dans un premier temps, l'enfant avait raconté aux gendarmes qu'il avait vu ses parents discuter. Mais il va peu à peu se faire plus précis, beaucoup plus précis. C'est un petit coup de théâtre dans l'affaire. Louis explique que non seulement il a entendu, mais qu'il a vu à travers l'entrebâillement de la porte qui sépare le salon du couloir qui mène aux chambres. Il a vu ses parents se disputer, s'attraper
en se tenant par les bras. Il répète aussi une phrase que sa maman aurait prononcée, une phrase disant tout simplement « arrête-toi ». D'autres éléments du dossier interpellent les enquêteurs. D'abord, le nombre de pas effectués par Cédric au moment de la disparition, calculé grâce à une application sur son smartphone. Entre 4 et 5 heures du matin, Cédric n'aurait fait que 255 pas, l'équivalent de 200 mètres, ce qui est très peu pour un homme censé chercher sa femme. Et puis, autre point qui pose question, le téléphone de Cédric coupait une bonne partie de la nuit, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Et le problème, c'est que chaque piste s'est terminée par un impasse, sauf celle de Cédric Jubilard. C'est pas un impasse. On continue à avancer petit à petit. Et l'instruction avance. Et elle avance en permanence. Donc, au bout d'un moment, tous ces petits éléments qui sont effectivement, pour l'instant, aujourd'hui, épars et insuffisants, pris isolément pour construire une culpabilité, on va finir par avoir une culpabilité. Des indices graves et concordants dans le dossier, mais aussi des couacs. Lors de sa conférence de presse en juin 2021, le procureur de la République évoque une couette lavée, selon les propres dires de Cédric. Que les gendarmes arrivent vers donc 4h50, ils trouvent M. Jubilard occupé à déclencher une machine à laver, dans laquelle se trouve la couette du lit sur lequel dormait Madame Jubilard. Sous-entendu, mais ça n'était même pas un sous-entendu, cet homme est coupable, enfin ça, ce terme-là, il ne le dit pas, mais enfin c'est ce que veut dire son propos. C'est sur cette couette qu'il a tué Delphine, et donc il s'empresse de la laver à 4 heures du matin pour effacer toutes les traces de son méfait. La couette, c'est à ce moment-là l'élément central de l'accusation. Là, ce soir-là, expliquant que ce serait peut-être les chiens qui auraient sali cet édredon, donc il était en train de le laver. Ce qui, à 4h50 du matin, n'est pas forcément la première chose à laquelle on pense lorsque votre femme a disparu. Mais ce que prétend devant les caméras le procureur se révélera en fait un peu différent. Les gendarmes indiqueront qu'aucune machine à laver ne tournait lorsqu'ils étaient là. Et ils sont fermes là-dessus, que cette machine à laver est quasiment dans le salon et que donc, à l'évidence, ils l'auraient entendu si elle avait tourné pendant tout le temps où ils ont été là, cette nuit précisément. Objectivement, en lisant le dossier, c'était pas très compliqué, on voit qu'il n'y a pas de machine à laver qui tourne. De nouvelles expertises de cette couette, comprenant des traces de sang, viennent d'être demandées. Aucune preuve irréfutable, un dossier vide pour la défense et surtout pour les enquêteurs, l'absence d'aveu du suspect numéro 1. 16 juin 2021. Merci d'être avec nous à la une. Ce rebondissement dans l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard. Son mari a été placé en garde à vue aujourd'hui. Cela fait 6 mois qu'on est sans nouvelles de cette infirmière. Cédric Jubilard est interpellé sur son lieu de travail. Une garde à vue commence. Les enquêteurs veulent le faire avouer et ils vont s'inspirer de l'affaire Daval. Ils se souviennent que la belle-mère du meurtrier avait contribué à faire éclater la vérité lors d'une confrontation avec Jonathan. La mère d'Alexia, Isabelle, elle y va avec une photo sur laquelle il y a Alexia et leur chat Happy. Et elle le montre à Jonathan en lui disant « Tu te souviens, Happy, le chat ?» Et là, ça le bouleverse totalement, il se lève, il s'effondre à ses pieds, il pleure et il lui dit « Oui, c'est moi qui l'ai fait ». Pendant sa garde à vue, Cédric Jubilard va être mis face à ses contradictions, sans jamais craquer, toujours aucun résultat. C'est un joueur de poker, Cédric Jubilard. On a affaire à ce moment-là avec le joueur de poker qui, en fonction des cartes qu'il va avoir en main, va bluffer, va jouer, va parier sur ce qui se passe au fur et à mesure de l'enquête, au fur et à mesure des éléments qui seront égrenés par les magistrats instructeurs. Les gendarmes vont alors sortir leur carte maîtresse. Car au sein même du clan Jubilard, une personne doute de l'innocence de l'artisan, et pas des moindres, Nadine, sa mère. C'est elle que les gendarmes vont mettre à contribution pour tenter d'obtenir des aveux. Un face-à-face symbolique, Nadine devant son fils, Cédric. Et petit à petit, alors qu'on interroge Cédric d'un côté, la maman de l'autre,
On sort des éléments de l'interrogatoire de Cédric, on va les présenter à la maman, regarde. Et au fur et à mesure, cette femme qui défend son fils finit par se dire, putain, il faudrait pas qu'il ait commis l'irréparable. Et après, on prend cette mère, regardez cette théâtralisation, on prend cette mère, on la fait passer devant le bureau où est assis Cédric, en pleine nuit, on laisse ce moment, on les laisse se regarder, tout le monde pleure, et on voit cette mère effondrée qui dit, Cédric, dis la vérité. Dans ce contexte émotionnel qu'on imagine terrible, eh bien Cédric Jubilard, lui, n'a pas pleuré, il n'a pas scié, il n'a pas cédé. Il a répété, oui, maman, peut-être que les enquêteurs t'ont mis ça dans la tête, mais je t'assure, c'est pas vrai, c'est pas moi. Maman, je n'ai rien fait. Maman, je n'ai pas tué Delphine. Pour les enquêteurs, cette garde à vue éprouvante aurait dû conduire à des aveux. De leur côté, les avocats de Cédric préfèrent y voir une nouvelle preuve de l'innocence de leur client. Le problème, c'est que Cédric Jubilard est innocent, clame son innocence et ne fait pas d'aveu. Je pense que les gendarmes savaient pertinemment quelles étaient les fragilités de leur dossier. Ils avaient une conviction de gendarmes et à un moment donné, ils ont tout misé, je pense, sur cette garde à vue en se disant, bon, on a quelques éléments comme ça, allez, derrière, il nous avoue tout et c'est bon, l'affaire est bouclée. Comme dans l'affaire Daval. On n'a pas d'enquête à charge. Jamais Cédric Jubilard n'a été considéré ipso facto comme un coupable. On est arrivé à une possibilité de culpabilité après avoir investigué partout. Dans la foulée de sa garde à vue, Cédric Jubilard est mis en examen pour homicide volontaire et incarcéré à la prison de Saïs, près de Toulouse. Il est placé à l'isolement. Cette prison, ironie du sort, il se trouve que Cyril, son ami de jeu, la connaît bien pour y avoir travaillé comme surveillant. Le quartier d'isolement, il est à une sorte d'étage, il est un peu surélevé. Vous avez deux allées qui forment un genre de V, avec le quartier disciplinaire d'un côté, le quartier d'isolement de l'autre, et au centre, le bureau des surveillants. Et ils peuvent éventuellement se passer des éléments par ce qu'on appelle dans le jargon de la pénitentiaire des yo-yo. C'est-à-dire que ça consiste à prendre un drap, le découper, accrocher une savonnette au bout, puis le lancer pour envoyer des messages ou des objets à la cellule d'à côté. 2 mois après sa mise en détention, l'affaire prend une tournure rocambolesque. Information révélée par Le Parisien, Cédric serait passé aux aveux. Non pas devant des enquêteurs, mais avec la technique du yo-yo auprès d'un codétenu. C'est un certain Marco, un Corse au lourd casier judiciaire. À 35 ans, il en aurait passé 17 derrière les barreaux. Cédric lui aurait envoyé des messages écrits et reconnu le meurtre de Delphine. Cédric lui a confié à un moment donné un scénario criminel et il leur a même expliqué le contexte, les circonstances. Cédric raconte ce codétenu se serait levé de son lit dans le début de la soirée. Il surprend sa femme sur son téléphone et il aurait alors découvert des messages extrêmement compromettants. Cédric se déclarant même auprès de son codétenu comme le plus grand cocu de France à cet instant précis. C'est là qu'il serait donc passé à l'acte, si l'on se fie aux propos du codétenu. Marco révèle aussi que Cédric lui aurait demandé conseil pour déplacer le corps de Delphine avec l'aide de sa nouvelle petite amie, Séverine. À sa sortie de prison, les enquêteurs donnent une mission à Marco. Il doit rencontrer Séverine pour savoir si Cédric dit bien vrai. Marco, le détenu, est en mission commandée. C'est un peu ça, oui. Il y a une concertation qui s'opère entre Marco et les services d'enquête qui auraient pu aussi s'opposer à ce qu'il aille au contact de Séverine, mais pas du tout. Ils ont envie aussi de creuser cette piste, sait-on jamais. Peut-être que, oui, effectivement, peut-être que Séverine sait quelque chose de décisif. Séverine est contactée par Marco. Elle accepte de le rencontrer à plusieurs reprises. Il me demande si j'ai des nouvelles de Cédric, je dis oui. Et lui, il me dit tout le temps, voilà, j'espère que la justice va faire son travail, il a confiance en la justice, quoi. Pas plus.
Mais le Corse va surtout chercher à vérifier les informations données par Cédric en prison. Il veut savoir si Séverine connaît l'emplacement exact du corps qui serait caché près d'une ferme brûlée. Et il me dit, apparemment, il faut que je voie avec toi parce que toi, tu sais où c'est. Je dis, mais comment ça, je sais où c'est? Je dis, moi, je sais pas où c'est, moi. Il me dit, aussi, il y a un endroit où te ramener par amour. J'ai m'a amené nulle part par amour. Et là, il me dit, s'il y a un endroit où ça a brûlé. J'ai dit, oh putain, la ferme. Et là, en fait, il me demande d'aller voir parce qu'il aurait peur que le corps remonte avec les bêtes et tout ça. Je sais plus, un truc comme ça, il me sort. Et je dis, mais qu'est-ce que c'est, ça mouille, quoi. Il dit, il te demande d'aller déplacer le corps? Et il me dit, ouais, il me demanderait d'aller déplacer le corps, quoi. Je dis, mais c'est une blague. Je dis, je pense qu'il se fout de ta gueule. Malgré l'insistance de Marco, Séverine refuse de l'emmener sur les lieux. Après, je re-rencontre Marco une autre fois, une dernière fois d'ailleurs. Et là, je vais le rechercher à la gare et à peine il monte dans la voiture, il me dit oh, tu peux m'amener, s'il te plaît, directement à la ferme? Et je dis, mais je t'amène pas à la ferme. Mais en plus, il faut que j'ai un traceur sur la voiture. Hein. Et j'ai dit, quoi qu'il en soit, je suis jamais allé à cette ferme et je n'irai pas et je t'amènerai pas. J'ai dit, là, si tu veux, je vais chercher le courrier, tu montes avec moi et quand on est au stop, je t'indique où c'est. Donc tu y vas, mais j'ai dit, je pense que tu vas y aller pour rien. J'ai dit, mais va voir, on ne sait jamais, va voir. Et il me dit, mais je pensais que tu le savais. J'ai dit, mais moi, je sais rien du tout, moi. J'ai dit, je serais jamais resté avec quelqu'un qui aurait fait ça, quoi. Donc moi, là, j'étais un peu de décomposition. J'ai dit, c'est pas possible. Du coup, je suis en train de défendre quelqu'un et s'il faut, c'est lui, du coup. Le 15 décembre 2021, Séverine est pourtant placée en garde à vue pour recel de cadavres. Elle aurait pu recevoir des informations capitales de la part de Cédric par lettre codée. Ah, mais c'est un choc. Moi, je connaissais du recel de mobilette, mais du recel de cadavre, j'avais jamais entendu ça de toute ma vie, quoi. Recel de cadavre sans cadavre, enfin, c'est un truc de fou, quoi. Et tout ça, en fait, c'est affiché en recel de cadavre à la télé. Et à la base, c'est parce qu'il pensait qu'il m'avait dit quelque chose sur l'oreiller. Mais j'ai dit ce que je savais. Je savais rien de plus, en fait. C'est qu'ils ont vu que j'étais franche, que j'étais sincère, que je savais rien de l'histoire. Et du coup, ils m'ont dit, madame, vous pouvez être fière de vous, vous sortez la tête haute. Séverine est finalement mise hors de cause. Mais les enquêteurs ne peuvent pas se payer le luxe de ne pas exploiter les dernières pistes liées aux confessions de Cédric à Marco, l'ex-codétenu. En janvier dernier, durant 3 semaines, de gros moyens sont déployés pour retrouver le téléphone, la doudoune blanche ou encore le corps de Delphine. Les recherches se concentrent sur 3 zones près du domicile des Jubillards. Là, il y a 13 hectares qui ont été fouillés par des spécialistes de la recherche de corps, de la section de recherche des fouilles opérationnelles de fosse. Donc, c'est des militaires qui sont aguerris pour chercher des charniers donc, dans les zones de guerre. Donc, ils ont fouillé ces 13 hectares, ils ont trouvé des ossements animaux, mais ils n'ont pas trouvé de traces de Delphine Jubilard. Pour ces fouilles, radars, caméras thermiques et détecteurs de métaux sont utilisés. Même si Cédric s'est peut-être joué de Marco en prison, il faut tout vérifier. Il aurait évoqué un talus qui lui aurait permis de faire rouler le corps de son épouse, qu'ensuite il aurait récupéré en bas. Les gendarmes ne pouvaient pas, face à cet élément, rester les bras croisés. Et donc, ils ont investigué ces 2 talus, là, celui-ci, et puis un autre plus loin. Voilà, ils ont creusé, ils ont fait des travaux de terrassement, et ils n'ont rien trouvé. Des forêts sont déboisées, ici, aux abords de ce chemin qui mène tout droit à la maison des Jubillards. Là où nous sommes, chemin de Drignac, on accède directement en poursuivant cette route qui n'est pas une route évidemment utilisée par beaucoup de véhicules, mais c'est une route carrossable tout de même. Eh bien, ce chemin permet d'accéder à la fameuse ferme qui a brûlé, qui est située un peu plus haut, à environ 800 mètres. Et ensuite, en poursuivant, on accède au domicile des Jubillards, rue Yves Montand. Cela suppose donc que Cédric Jubillard aurait
quitté son domicile en laissant seuls ses enfants, âgés de 18 mois et de 6 ans. Forcément, il n'a pas pu quitter son domicile pendant plusieurs heures. C'est l'hypothèse, en tout cas, que les enquêteurs formulent, celle d'un déplacement relativement court. Alors les aveux de Cédric en prison. Mensonge, affabulation ou vérité. Chaque détail livré est pris au sérieux par les enquêteurs. Il y a aussi une voiture blanche qui aurait servi à déplacer le corps de Delphine. Dans l'entourage de Cédric, il y en a bien une, celle d'un ami. Une Peugeot, dans laquelle des mèches de cheveux et 7 traces de sang ont été étrangement découvertes. Ces échantillons sont depuis plusieurs semaines analysés par la police scientifique pour les comparer à l'ADN de Delphine. Cette voiture, c'est une piste qui est pour moi beaucoup plus sérieuse que la ferme brûlée. Parce que, d'après les informations que nous avons, Cédric Jubilard pouvait disposer de ce véhicule, qu'il a pu possiblement en disposer dans la nuit du 15 au 16 décembre, et que peut-être qu'on va retrouver dans ce véhicule des traces physiologiques de la présence de Delphine Jubilard, et là, on aura quelque chose qui nous amènera vers une preuve certaine. Donc les enquêteurs sont allés chez ce copain, ont trouvé cette voiture blanche, ont trouvé du sang et des cheveux dans cette voiture, qui pourrait accréditer donc le transport d'un corps. Mais d'après les informations que l'on a, c'est que ce sang n'a pas réagi comme du sang humain. Donc les enquêteurs vont vérifier que ce sang est bien du sang animal et que dans ce sang animal, il n'y a pas du sang humain. C'est cette expertise-là qu'on attend d'ici quelques semaines. Depuis 15 mois, le jeu de piste de l'affaire Jubilard donne du fil à retordre aux enquêteurs, plongés dans un dossier criminel complexe, devenu une obsession. L'enquêteur qui est en relation avec les familles ne voit pas arriver la réponse à l'affaire judiciaire pour ces familles. Et ça hante, oui. À partir du moment où on n'arrive pas à faire sortir la vérité ou la solution. Hantées, les amies de Delphine le sont elles aussi, et elles tentent par tous les moyens de retrouver leur amie. Partout où on va chercher depuis le début, c'est soit les médiums qui nous y envoient, et franchement, depuis le début, on les suit. On suit tout ce qu'on nous dit, tellement on sait même plus où chercher. On essaie de se mettre dans la peau de la personne qui a fait ça, essaie de comprendre de façon incompréhensible. Donc, on ne pourra jamais se mettre réellement dans la peau de la personne qui a fait du mal. Anne vit avec l'absence de son amie Delphine dans une certaine torpeur. Je le souhaite à personne. De près ou de loin. D'ailleurs, là, à y voir la France entière, a priori, serait touchée par ça. Mais de plus près, c'est douloureux à un point. Didier et Elisabeth attendent bien sûr le dénouement de l'affaire. Oui, moi, ce qui me... Après, moi, mon point, c'est ce qu'il a fait à ma nièce. Le mal qu'il a fait à ma nièce et le fait qu'il l'a fait. Et s'il l'a fait, faut qu'il parle. Faut qu'il parle. Qu'on sache. Les avocats de la famille de Delphine, eux, sont convaincus que Cédric n'a pas tout dit. À ce stade, on a envie de lui dire arrête de manipuler, arrêtez de raconter n'importe quoi, arrêtez d'essayer de vous mettre en scène. Soyez dans la vérité de ce qui a été. Quant à Séverine, elle continue d'échanger avec Cédric. Il clame toujours son innocence du fond de sa cellule. Toujours, je me dis, si c'est lui, en fait, eh bien, il faut qu'il ramasse comme un petit meurtrier de ramasser, mais si c'est pas lui, le pauvre, c'est lui qui ramasse. Là. Cédric, coupable ou innocent, la vérité sur la disparition finira-t-elle par surgir? Une seule certitude, l'affaire Jubilard promet encore de nouveaux rebondissements.